Sud Radio, l'œil de l'expert. Oui, la musique était très très forte. Christian Clot, bonjour. Bonjour. Vous êtes explorateur. Alors ça, j'avoue, recevoir un explorateur, c'est ça le fait, comme on dit. Vous êtes directeur de la mission Deep Time et vous venez de publier 40 jours sous terre aux éditions Robert Laffont. Vous êtes un explorateur, chercheur. Vous avez passé les 20 dernières années de votre vie en expédition, toujours à la limite de l'humain, j'ai envie de dire. Oui, moi je dirige un institut de recherche qui travaille sur la capacité humaine d'adaptation, donc comment le cerveau humain et l'ensemble de l'humain est capable de s'adapter à des conditions nouvelles de vie. Ouais. Et donc effectivement, ça m'a amené dans pas mal de territoires différents de la planète. Ouais. Et là, donc votre dernière aventure, peut-être qu'il y en a eu depuis, non? Je ne sais pas, non, là pour l'instant. Non, là on est plutôt sur l'analyse des résultats de cette aventure. Des résultats, 40 jours sous terre. Pourquoi 40 jours? Alors 40 jours parce que de plus en plus scientifiquement, on voit que 35 jours est un temps de basculement, un temps où on peut passer d'un état à un autre état. Ça a été vu dans pas mal de missions, notamment spatiales et autres. Et en fait, on s'est dit, moi j'ai choisi 40 jours parce que quand on voit tous les textes qui ont fondé les civilisations, que ce soit la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita et autres, il y a toujours la notion de 40 jours. Les 40 jours dans le désert, les 40 jours du carême, les 40 jours de Bouddha qui lutte contre le mal. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien que nos ancêtres avaient choisi ce temps de 40 jours comme une transition. Voilà. Donc ça a été le point de départ. Et l'idée, donc vous vous êtes enfermé avec 7 femmes et 8 hommes pendant 40 jours dans la grotte de Lombrive en Ariège. Et le livre est assez fort parce qu'il commence par le moment où la porte se ferme. Et là, vous ressentez quand même quelque chose. Ah bah oui, on se fait jamais enfermer par plaisir dans un certain sens. Là, si, il y avait un peu de plaisir, mais c'est toujours un moment, je crois que toute personne, et j'ai une pensée, et finalement, alors même si c'est peut-être mérité, j'ai pas de jugement là-dessus, mais pour les personnes qui se font enfermer en prison ou autre, on se rend compte que ce moment où la porte se ferme, on entend le claquement du métal, il y a quand même un moment où on se dit waouh, je peux plus sortir, je n'ai plus le choix. Ouais, je suis obligée. Mais qu'est-ce qui se serait passé si il y avait eu quelque chose de grave qui s'était passé? Alors évidemment, on est heureusement pas en prison. Et alors si quelque chose de moyennement grave s'était passé, on avait à l'intérieur de la grotte avec nous, on avait un médecin, on avait une infirmière, des gens extrêmement compétents et qui auraient pu prendre en charge des choses simples. Et puis évidemment, s'il y avait eu un trauma crânien, des choses vraiment graves, on aurait sorti la personne. L'idée, c'était quoi? C'était de voir donc les effets sur le corps d'un enfermement volontaire, enfin d'un enfermement sans repère de temps. Oui. On est défini par plusieurs choses. On a des besoins fondamentaux comme de manger, de boire, de respirer. On a le besoin de la gravité, ça nous définit. Et puis la troisième chose qui nous définit, c'est le temps, la manière dont on perçoit notre temps. Et là, d'enlever une de ces trois choses complètement, plus aucun accès au soleil, plus aucun accès à aucune montre, c'est extrêmement perturbant pour le cerveau. Et c'est ce qu'on voulait essayer de comprendre, c'est comment le cerveau est capable de se réaffecter dans une nouvelle condition de vie qui est celle hors du temps. Le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, alors, la question, j'imagine. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de plus dur. C'est pas comme des missions où on part dans des déserts, des tropiques, où on a des conditions extrêmement dures à résister. Là, bon, il faisait 100% d'humidité, 10 degrés, donc c'est pas génial, mais ça va. Et l'absence de temps, elle est perturbante, mais c'est un bas-fond. C'est en bas bruit. On sent bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et au début, on est très perturbé parce qu'on se rend compte que notre réflexe quand on se réveille le matin, c'est de regarder la montre pour savoir si on a assez dormi. Et là, on doit plus faire ça. On doit réécouter son corps pour savoir si on a assez dormi. Alors, c'est très agréable une fois qu'on a compris que c'était comme ça que ça fonctionnait, mais au début, c'est perturbant. C'est perturbant. Donc, vous racontez que vous devez aussi sortir la poubelle. Oui, forcément. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû faire tout ce qui ne se fait plus de nos sociétés. On pousse un bouton, il y a l'électricité, on ouvre un robinet, il y a de l'eau. Là, il fallait tout refaire, créer l'électricité, aller chercher de l'eau, s'occuper de l'assainissement du territoire. Et forcément, comme on a quand même pas mal de déchets, notamment organiques, il fallait les sortir. On avait un système de sas qui permettait de ne jamais avoir de contact avec l'extérieur. Donc on avait déposé des bidons et puis magiquement, ils disparaissaient et ils revenaient vides. C'était assez génial. Vous dites quand même qu'à un moment, il y a une sorte d'apathie générale qui s'est installée au sein du groupe. Absolument. Vous observiez aussi vos camarades, vous preniez évidemment des notes, puisque on avait c'était un le but, très lourd programme scientifique avec énormément de systèmes d'observation, des caméras, des prélèvements, des outils qui permettent de mesurer le sommeil, le cœur et tout ça. Et effectivement, au bout d'un certain temps, il y a une apathie générale qui s'est créée. D'abord parce que quand on change de situation, quel que soit le changement, ça crée à un moment donné où après l'excitation de la découverte, il y a une fatigue qui s'est créée. Puis là, en plus, on avait rajouté l'absence de temps qui faisait que comment on se donne
rendez-vous, comment on collabore, on coopère dans ces moments-là, alors qu'on peut plus se donner un timing. Et ça nous a provoqué effectivement à un moment donné de perte de repères, de désorientation. C'est ce qu'on voulait observer, c'est ce qu'a provoqué la Covid, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a monté cette mission. Et puis heureusement, effectivement, en redonnant des axes, en redonnant des buts, en réaffirmant le besoin du groupe, alors cette apathie s'est terminée. Et non seulement elle s'est terminée, mais ce qu'on a créé ensuite s'est transformé en capacité qui fait que finalement on avait créé un monde qui aurait pu perdurer certainement bien plus longtemps. On va y revenir d'ailleurs sur la fin, mais un auditeur nous dit à partir de combien de temps le corps émet-il des signaux d'alerte ? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte ça dépend tout évidemment des conditions dans lesquelles on vit. Plus les conditions sont violentes, plus le corps réagit vite, évidemment. L'absence de temps, encore une fois, c'est quelque chose qui est très particulier, parce que c'est le cerveau qui cherche à se réaffecter, à trouver quelque chose. On a tellement aujourd'hui l'habitude du temps, on est tellement paramétré dans tout ce qu'on fait, toute notre vie est soumise au temps, et tout d'un coup vous l'enlève. Alors au début, le cerveau il est perturbé. Par contre, après, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui différencie de toutes les autres missions que j'ai pu mener, c'est que c'est extrêmement agréable une fois que le cerveau a reparamétré cette notion-là. Donc il n'y a pas des signaux comme ça violents d'alerte qui fait que tout d'un coup on est très mal. Il y a plus une sorte de c'est comme si on était dans la ouate et qu'on essayait de trouver une solution pour se retrouver sur des bases solides. Au début, on n'y arrive pas, puis petit à petit, oui, ça vient. L'absence de lumière ? L'absence de lumière, elle était relative, parce qu'on avait donc une boule lumineuse au-dessus du camp de vie qu'on pouvait allumer ou éteindre à loisir. Et donc, quand elle était allumée, on avait une assez bonne lumière, et puis quand elle était éteinte, c'était dans la nuit, effectivement. Tout le reste de la grotte était dans la nuit, mais on avait quand même cette base de lumière qui fait qu'on n'a pas souffert de l'absence de lumière. Et tout le monde avait le même rythme ? Pas du tout. C'était même ça qui était intéressant. On a complètement, chacun et chacune devait s'écouter, aller dormir quand elle était fatiguée, ou se lever quand on avait assez dormi. Donc, petit à petit, les désynchronisations étaient très importantes. Alors c'était très drôle, on se levait, moi je prenais mon petit déjeuner, d'autres prenaient le dîner, d'autres le déjeuner en même temps, enfin tout était assez on avait 24 heures sur 24 des gens réveillés ou endormis, donc c'était assez passionnant d'observer ça. On est passé sur des rythmes complètement différents, on a été jusqu'à des rythmes de 60 heures, donc non plus 8 heures de sommeil et 16 heures de veille, mais 20 heures de sommeil et 40 heures de veille par exemple. Donc on a gardé... Alors, comment vous le mesuriez ça ? Alors ça on le mesurait grâce à nos appareils qui étaient des électrodes et des appareils qu'on appelle des actimètres qui permettent de voir notre activité. Donc ça, on peut le mesurer très très précisément et c'est extrêmement intéressant. On avait aussi évidemment des électroencéphalogrammes qui permettent de mesurer l'activité cérébrale. Donc tout ça a été utilisé dans la grotte. Donc on a des chiffres très précis et on a en même temps le déclaраtif. Par exemple, quand on se levait, on devait dire est-ce que j'ai beaucoup dormi et des fois, oui, mais en fait, on avait dormi 2 heures. Pas du tout, Alors, ce qui est fascinant, c'est que quand on vient vous dire que c'est fini, vous en revenez pas. Vous dites déjà. D'abord, nous, on est à 30 jours. On a passé 30 nuits, 30 jours, on n'est pas du tout à 40. Donc déjà, on n'a pas envie de sortir parce qu'on n'a pas fini ce qu'on était venu faire. Et puis ensuite, on est bien dans la grotte. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on a créé une communauté qui fonctionne. La diversité, alors il y a des petites tensions comme toute communauté, mais faibles parce qu'à chaque fois qu'il y avait une tension, on la prenait en charge, on en discutait, on mettait en place une solution et finalement, on n'a pas eu de grosses tensions. Et puis ensuite, le fait de quitter les injonctions temporelles, de retrouver un rythme un peu plus stable, un peu plus régulier qui correspond à nos besoins, mais c'est extraordinairement agréable. Une chose m'a le plus surpris dans toute l'expérience, on avait paramétré toute la science, on avait imaginé un peu ce qui allait se passer. Il y a une chose qu'on n'avait pas prévue, c'est la sensation de liberté. Toutes les personnes, tous les deep timers, les filles, les garçons, ont exprimé à un moment donné à un autre, à un moment, je me sens libre, alors qu'on était enfermés dans une grotte. Mais parce que la plus grande enfermement aujourd'hui qu'on a, il est cognitif, il est le temps qu'on nous impose. Quitter ça, c'est la liberté. Et le retour à la vie ? Il est assez violent quand même. C'est-à-dire qu'on retrouve en quelques instants, non très peu. C'est-à-dire que le livre se termine, sur la sortie. Chaque équipe est en train d'analyser les données au moment où l'écriture du livre se termine. Donc on peut aller. Il y a deeptime.fr résultats. Il y a l'adaptationinstitute.com. Donc les premières données seront connues à la fin de l'année. Ça arrive. Mais donc voilà, le retour à la vie, c'est. Quand Jérémy Roumion et Mélusine Malander, qui sont à la base arrière, viennent nous chercher. Tout va très vite. Il faut qu'on range le camp, il faut qu'on range l'ensemble, et puis on doit sortir. Et il y a les médias qui nous attendent, il y a nos amis, il y a nos familles, et on est replongé en quelques minutes dans ce monde extrêmement rapide. Alors en plus, on a beaucoup de chance parce que l'expérience a connu un certain succès, les gens ont été intéressés, donc c'est vrai qu'on a été très sollicités à la sortie. Puis après, il a fallu, ça a duré 15 jours, un mois, puis après il a fallu reprendre le temps de se dire waouh, qu'est-ce qu'on a vécu là. Et là, on a vu quand même, on était
été très marqués par l'expérience. Certaines personnes ont envie de changer de vie, on a envie de moins toucher nos téléphones, nos smartphones. Ouais. On voit bien que ça nous a quand même marqué, mais je Mais après, pense la vie positivement. revient. Mais non, vous touchez votre téléphone, on revient va pas. forcément. Mon but n'est pas absolument pas de me couper du monde et les autres non plus, mais c'est d'essayer de comprendre s'il n'y aurait pas des moyens de mieux comprendre ce qui nous impacte, ce qui nous affecte le plus pour réduire un peu ces choses-là. Et on commence à voir quand même que se donner de temps en temps, ne serait-ce qu'une journée par semaine où on pose le smartphone, mais c'est extrêmement bénéfique. Donc ça vaut la peine de se poser des questions aujourd'hui, non pas de quitter la société ou d'être en rupture avec la société, je crois que c'est pas une solution, mais de se donner des temps à soi. Se reconnecter au temps. Se reconnecter au temps. C'est ce que vous racontez. La prochaine aventure, c'est quoi? Alors on va travailler sur le climat maintenant. Quelles sont les influences climatiques sur les humains quand on change de température? Donc on va emmener là encore des novices dans des missions dans de très chaud, très froid, très humide, parce que clairement les choses vont changer dans les années à venir. Il faut comprendre ce qui peut arriver et comment on peut résister à ces changements. Bah écoutez, c'est passionnant. Moi j'encourage tout le monde à aller voir votre site. Vous tapez Christian Clot, donc on va voir les expériences, les expéditions que vous avez pu faire, et puis ce livre Deep Time, 40 jours sous terre, chez Robert Laffont. Ça n'a rien à voir avec une histoire de spéléologue. C'est pas du tout ça. C'est vraiment cette expérience d'enfermement qui est extrêmement concrète et très bien racontée. Voilà, c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup Christian Clot d'avoir été avec nous. Et puis à la prochaine. On attend le rendu des résultats. Ça va venir. Vous viendrez nous le raconter. Vous ferez un deuxième livre peut-être. Allez, on se retrouve nous dans un petit instant pour commenter une actualité beaucoup plus terre à terre. À tout de suite.